Imaginez un instant, tout perdre, puis tout regagner, comme par magie. Seulement pour tout reperdre à nouveau, mais cette fois par sa propre faute. C'est un peu le parcours du combattant, non? Eh bien, c'est exactement le voyage paradoxal qu'on va explorer aujourd'hui dans Le Coffre volant de Hans Christian Andersen. Un conte fascinant sur la richesse, la magie et le prix de l'orgueil. Alors, pour planter le décor, l'histoire commence avec une image qui semble tout droit sortie des Mille et une nuits. On nous parle d'un marchand, mais pas n'importe lequel. Un marchand tellement riche qu'il aurait pu paver une rue entière avec des pièces d'argent. Ce n'est pas juste une question de richesse, là. Andersen nous parle d'une fortune qui dépasse l'entendement. Et bien sûr, ça prépare le terrain pour une chute qui sera tout aussi spectaculaire. Parce que, soyons honnêtes, que ce soit dans les contes ou dans la vraie vie, une fortune pareille, ça dure rarement. Et c'est l'héritier de ce trésor qui va nous en faire la démonstration. Une démonstration assez brutale de la vitesse à laquelle tout peut s'effondrer. Et quand on dit dépenser, c'est un euphémisme. Le fils du marchand, lui, n'a pas juste dépensé sa fortune, il l'a littéralement pulvérisée. Imaginez un peu, fabriquer des cerfs-volants avec des billets de banque, ou lancer des pièces d'or dans l'eau comme on ferait des ricochets. Ce n'est plus de l'extravagance à ce niveau-là, c'est un mépris total pour la valeur de l'argent. Et bien sûr, tous les soirs, c'était bal masqué, la fête, et chaque matin, la fortune fondait un peu plus. Le résultat, une chute, mais une chute brutale. D'une richesse capable de paver une rue, il se retrouve avec 4 sous, c'est tout. Sa garde-robe immense, réduite à une seule robe de chambre et des pantoufles. Mais la perte la plus douloureuse, ce n'est même pas l'argent, c'est la perte humaine. Tous ses amis se sont évaporés en même temps que sa fortune. Le voilà complètement seul. Et comme si ça ne suffisait pas, l'humiliation va encore plus loin. Un de ses anciens amis, au lieu de l'ignorer, a une idée un peu cruelle. Il lui envoie un vieux coffre vide avec un petit mot, un mot glacial. Fais ton paquet. Ce n'est pas un conseil amical, c'est un ordre, un bannissement. Le message est clair, sa vie d'avant est terminée. Rideau. Mais voilà, dans les contes de fées, les choses ne sont jamais ce qu'elles paraissent. Ce coffre, ce symbole même de sa déchéance et de son exclusion, va devenir la clé de son salut. Parce que cet objet, qui représente son humiliation, cache en fait un secret. Un secret absolument extraordinaire. Ce n'est pas du tout un simple coffre en bois, non. Il suffit de presser la serrure et hop, l'objet s'envole, il défie la gravité. C'est le tournant magique de l'histoire, le moment précis où le désespoir le plus total se transforme en une infinité de possibilités. Pour notre héros, qui n'a plus un sou, ce n'est pas juste un espoir, c'est une porte de sortie, une véritable évasion. Alors, qu'est-ce qu'il fait, puisqu'il n'a plus rien à mettre dedans? Il monte lui-même dans le coffre. Et en un clin d'œil, il s'échappe de sa misère, littéralement par la cheminée. Il s'élève au-dessus des nuages et finit par atterrir au pays des Turcs. Ce n'est pas qu'un simple voyage, c'est bien plus que ça. C'est une renaissance, loin, très loin de son passé et de tous ses échecs. Et là-bas, dans ce pays complètement nouveau pour lui, il trouve un nouvel objectif. Il entend parler d'une princesse qui vit recluse dans le palais. Le problème, il n'a plus d'argent pour l'impressionner. Alors il va devoir utiliser une autre monnaie d'échange, une monnaie bien plus puissante, son imagination. Et le plan qu'il imagine est, d'une audace folle. L'idée, c'est de voler avec son coffre jusqu'au toit du palais, de se glisser dans la chambre de la princesse et de se faire passer pour ni plus ni moins que le dieu des Turcs. Il a compris une chose essentielle. Pour captiver quelqu'un, il faut une histoire qui sort de l'ordinaire. Et la sienne va commencer par ce mensonge incroyable. Un mensonge qu'il va rendre crédible grâce à son talent de conteur. Et ça marche. Son audace paye. La princesse est totalement sous le charme et elle accepte de l'épouser. Mais ce n'est pas fini. Il reste une dernière épreuve, et pas des moindres. Il doit maintenant convaincre les parents, le roi et la reine. Et pour ça, il va devoir leur raconter une histoire. Une histoire au moins aussi bonne que la première. Alors, pour ce test final, on pourrait s'attendre à ce qu'il raconte ses propres aventures, qu'il se vante. Mais non, il fait un choix beaucoup plus malin. Il décide de raconter un conte sur des objets du quotidien, des petites allumettes. Des allumettes qui ont un orgueil démesuré. Et cet orgueil, étrangement, va faire écho à sa propre histoire passée. L'histoire qu'il raconte est celle d'allumettes avec un ego, disons, surdimensionné. Elles sont persuadées d'être nobles parce qu'elles descendent d'un grand et vieux sapin, un vrai géant de la forêt. Et cette noblesse qu'elles se sont inventée, elles la trimballent partout, jusque dans la cuisine, où elles se sentent bien supérieures à tous les autres ustensiles. Et c'est là qu'on voit tout son talent de conteur. Il ne décrit pas juste une cuisine, il crée un monde.
Le pot de fer, par exemple, c'est le vieux sage un peu conservateur. Le panier qui revient du marché, lui, c'est le révolutionnaire passionné. Chaque objet a sa propre personnalité, sa propre voix. Il transforme une simple cuisine en une véritable société en miniature, et c'est plein d'humour. Sauf que toute cette fierté, toute cette arrogance est sur le point de partir en fumée, littéralement. La servante entre dans la cuisine, elle prend les allumettes pour allumer le feu, et le destin de ces petits fiers à bras s'accomplit. En une seule flamme, pouf, c'est fini. Leur noblesse, leurs grandes idées, tout ça se transforme en un petit tas de cendres. Une fin assez brutale, qui sert de petite leçon sur la vanité. Et c'est un triomphe. Paris gagné. L'histoire a tellement plu à la reine qu'elle a dit s'être sentie transportée dans cette cuisine. Le roi est conquis lui assis. L'approbation est totale. Le mariage aura lieu lundi, décrète-t-il. C'est incroyable. Avec le seul pouvoir de ces mots, il vient de gagner un royaume. Il est au sommet du monde. Il a la princesse, il a le royaume, tout est à lui. Mais on le sait, c'est souvent quand on est tout en haut que la chute est la plus dure. Et malheureusement pour lui, son plus grand triomphe va être la cause de sa propre destruction. Complètement grisé par son succès, il décide qu'il doit offrir au peuple une dernière preuve de sa divinité, un spectacle inoubliable. Alors il achète des fusées, des pétards, tout ce qu'il faut pour un feu d'artifice grandiose. Il charge tout ça dans son coffre magique et il s'envole. Pas pour célébrer son mariage, non, pour se célébrer lui-même. C'est l'acte d'orgueil, celui de trop. Et quel spectacle! C'est un succès phénoménal. Les gens en bas ne voient pas un homme avec des feux d'artifice. Non, ils voient un dieu qui vole dans le ciel sur un manteau de feu. À ce moment-là, son mensonge est devenu une vérité pour toute une population. Il a atteint le sommet absolu de son pouvoir et de son illusion. Une fois le spectacle terminé, il redescend sur terre et il retourne dans la forêt pour récupérer son précieux coffre, l'instrument de sa gloire. Mais, arrivé sur place, il ne trouve rien. La forêt est silencieuse. Le coffre n'est plus là. L'objet magique qui lui a tout donné a disparu. Et c'est là qu'intervient l'ironie la plus cruelle de toute l'histoire. Le coffre n'a pas été volé. Non, il a brûlé. Une seule petite étincelle de son propre feu d'artifice, de son spectacle de vanité, est retombée dessus et l'a réduit en cendres. Pensez-y. En voulant prouver à tout le monde qu'il était un dieu, il a lui-même détruit la seule chose qui le rendait vraiment exceptionnel. Et le voilà, pour la deuxième fois de sa vie, à avoir absolument tout perdu. Sauf que cette fois, il n'y a plus de coffre magique pour le sauver. Il n'y a plus rien. Alors la question se pose. Que reste-t-il une fois que toute l'illusion est partie en fumée? Pendant ce temps, la princesse, elle, attend toujours sur le toit du palais. Elle ne sait pas qu'il ne reviendra jamais. Lui, il est cloué au sol, pour de bon cette fois. Fini l'amour, fini le statut de Dieu. Il est condamné à errer de ville en ville. La seule unique chose que sa chute ne lui a pas prise, c'est son talent. Son don pour raconter des histoires. Ce qui nous amène à une question de fond. La magie a disparu, mais les histoires, elles, sont toujours là. Il a perdu le coffre, la fortune, la princesse, tout ce qui était matériel ou illusoire. Mais son art est toujours là. Alors au final, qu'est-ce qui a le plus de valeur? La magie, spectaculaire mais si fragile, ou le pouvoir d'une bonne histoire, quelque chose d'intemporel et d'indestructible? La réponse, finalement, se trouve peut-être dans le fait que des siècles plus tard, on se souvient encore de ce conte.